Bonjour et bienvenue à toi dans ce podcast artistique qui t'invite aujourd'hui à explorer le romantisme allemand ainsi que l'artiste Caspar David Friedrich. Donc pour contextualiser un peu tout ça, il faut savoir que Friedrich a débuté sa carrière au tout début du 19e. Son premier tableau date de 1808 et c'est à peine 20 ans après la Révolution française qu'a débuté du coup sa carrière. Et ça aura une vraie répercussion sur sa carrière parce que cette Révolution française en fait a bouleversé toute l'Europe à la fin du 18e. Et elle l'a bouleversée à cause notamment de ses revendications assez radicales, des idéaux libéralistes, donc prônés notamment par la classe noble. Surtout, même si on a eu une participation du peuple, notamment à la prise de la Bastille, il faut quand même garder en tête que cette révolution reste avant tout une révolution de la classe noble contre le système de la monarchie. Et donc, ce qui a aussi un peu marqué les esprits en Europe avec la Révolution française, c'est surtout cette période de terreur qui a suivi cette révolution et qui a vraiment un peu traumatisé les esprits par l'énorme vague de violence que ça a créé et de mise à mort qu'il y a eu notamment avec la guillotine, etc. etc. Bon, tout ça pour dire que le contexte historique a toujours un impact fort chez les artistes et notamment un impact dans la naissance de mouvements artistiques. Et donc, pendant cette période de la Révolution française, donc à partir de 1789 et même un petit peu avant en réalité, le mouvement néoclassique est celui qui est le plus important, disons, qui est le plus présent en Europe et surtout en France. Et donc, en gros, il faut voir le néoclassicisme comme un courant artistique qui prône des valeurs qui sont vraiment en lien avec le pouvoir. C'est vraiment le plus important et surtout qui va adopter une esthétique, c'est-à-dire une façon de peindre un idéal de beauté lié à l'Antiquité gréco-romaine. Donc ça, on le voit déjà par la représentation dans les décors, donc c'est-à-dire l'arrière-plan des peintures, dans l'architecture. Donc ici, là par exemple, on a un temple dorique, on peut le reconnaître à la colonnade, mais aussi ici au niveau de la frise avec l'enchaînement de triglyphes et de métopes, et puis ce tympan qui est tout à fait issu du canon dorique. Donc on a une vraie reprise des codes architecturaux de l'Antiquité qui permettent en fait, qui sont une source d'inspiration pour les artistes néoclassiques et qui vont donc représenter certains types de scènes. Donc ils vont représenter certains types de scènes, notamment celle de la peinture d'histoire. Donc par exemple ici dans ce tableau, on a la représentation dans le Serment des Horaces de David, celui qui va porter le courant néoclassique en France, de ses trois frères, donc fils du personnage central, qui vont ici prêter serment pour défendre leur cité, quitte à donner leur vie. Et ici, si David choisit la représentation de cette scène, issue de la pièce de théâtre notamment de Corneille, Horace, c'est pour vraiment représenter des valeurs que le pouvoir à l'époque, donc la monarchie, puisque ce tableau a été produit en 1785, il va du coup créer ce tableau avec cette scène-là pour mettre en lumière des valeurs qui sont mises en lumière par la monarchie, c'est-à-dire le fait d'être prêt à combattre pour sa patrie, à finalement défendre une forme de patriotisme, de stoïcisme. Il y a vraiment cette froideur aussi qui est très présente à travers ces valeurs-là. Et c'est pour ça que ce tableau-là est vraiment le tableau manifeste du néoclassicisme parce qu'il représente vraiment toutes les sources d'inspiration et surtout le lien entre art et pouvoir qui est extrêmement présent, ce lien-là, à cette époque. Pourquoi ?
parce que les commandes, en fait, pour les artistes, eh bien, elles étaient issues uniquement de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore tout le marché de l'art comme on l'a aujourd'hui. Et donc, il fallait proposer des commandes qui allaient plaire au gouvernement mis en place, à la monarchie par exemple ici. Et on sait qu'en plus, au XIXe siècle, on va vraiment avoir un siècle qui va être bouleversé par des régimes politiques qui vont se succéder, instaurant aussi une grande instabilité au sein du XIXe. Bon, ça c'est un autre sujet, mais du coup, ça nous dit aussi que les artistes comme David et d'autres vont devoir s'adapter à chaque fois aux nouveaux régimes mis en place. Donc, par exemple, à Napoléon. Hein. Donc, on sait que David a peint énormément de portraits de Napoléon. Il y a aussi évidemment le tableau célèbre de David, le Sacre de Napoléon. Et donc, on va vraiment avoir ces représentations qui sont toujours au service du pouvoir. Alors du coup, suite à ça, évidemment, les romantiques, eux, vont créer finalement leur mouvement, leur courant artistique en opposition à toutes ces valeurs. C'est-à-dire que, alors que le néoclassicisme rejette tout ce qui est sensualité, tout ce qui est représentation des corps de manière réaliste, qui refuse de prôner l'intériorité, l'individualisme, eh bien, les romantiques vont prôner toutes ces valeurs. Alors, on a différents romantismes, et ça c'est intéressant de le souligner parce que ils vont vraiment différer en fonction des pays. C'est-à-dire que par exemple en France, le romantisme va s'illustrer chez Géricault avec le radeau de la Méduse par exemple. On va avoir vraiment une représentation qui va exalter le réalisme, quitte à représenter le laid, alors que c'est ce qui était vraiment interdit, on peut le dire, dans l'esthétique néoclassique. Et après, on aura Delacroix qui, lui, en tant que romantique français, va prôner un exotisme. Alors qu'en Allemagne, donc avec Friedrich, on va vraiment prôner un romantisme qui va être dans l'union de concepts philosophiques contraires, donc entre individualisme et universalisme, présence, absence, mort et vie, divin et monde terrestre. Et ça s'illustre vraiment aussi dans les palettes chromatiques de Friedrich. Donc là ici avec l'abbaye dans une forêt de chênes. Donc on a vraiment cette ambiance lugubre avec cette lumière diffuse et puis toute cette ambiance vraiment qui met en exaltation l'angoisse romantique ici qui est bien allemande. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre en relief ces angoisses de la mort et de toutes les thématiques que j'ai abordées précédemment. Friedrich, on le connaît aussi pour ce tableau-là, n'est-ce pas? Le voyageur contemplant une mer de nuages. Donc on voit bien aussi que chez Friedrich, il y a cette représentation toujours du personnage principal de dos. Et pourquoi donc? Eh bien parce que Friedrich, lui, prône cette valeur que le spectateur doit pouvoir se mettre à la place, comme se projeter à la place donc de ce personnage, et on le verra aussi donc dans Le moine face à la mer, pour adopter cette posture contemplative. Donc là, il est également de dos, et vraiment, on peine à voir les détails de ce personnage. Et c'est bien pour ça, c'est vraiment pour que le spectateur ait le moins d'indications physiques possibles, sauf ici où on a quand même quelques indications avec voilà, des habits dignes des romantiques allemands, pour qu'ils puissent se projeter et adopter cette posture contemplative que Friedrich porte en haut idéal pour rejoindre ici les valeurs qu'on va explorer dans son tableau qui est Le moine face à la mer. Donc voilà un peu pour la mise en contexte qui permet vraiment d'introduire le romantisme allemand, parce que sans savoir que c'est un mouvement qui apparaît en réaction au néoclassicisme, on voit pas trop finalement où on pourrait en venir avec ce type d'œuvre. Notamment qu'on sait que Friedrich va vraiment venir à travers cette œuvre-là, donc le moine et la mer, dans cette représentation très diffuse de la lumière dans le ciel, des nuages aussi, on peut regarder dans les détails, voilà,
on a une figuration qui est à la limite de l'abstraction quand on zoome comme ça, avec cette lumière qui est en dégradé du blanc au bleu et qui donc s'assombrit aussi au fur et à mesure où on va rejoindre le monde terrestre. Et tout cela a bien une symbolique dans le romantisme allemand de Friedrich. Donc, alors, on va du coup commencer cette petite analyse en explorant différentes choses. Déjà, Friedrich, lui, il est vraiment inspiré par la thèse de Rousseau. Donc, il prône en fait une morale issue du cœur, donc c'est-à-dire qu'on va exalter les sentiments liés au cœur, aux émotions, en opposition à celle de la raison. Donc, par exemple, le philosophe des Lumières, et notamment avec Newton, qui lui a fait ensuite un écrit sur l'optique et la couleur, auquel tous les romantiques allemands vont s'opposer vraiment de manière radicale. Et du coup, Friedrich, lui, il va vraiment rester dans cette thèse de Rousseau de la morale du cœur. Il veut retourner à un retour pur à la nature, et il veut aussi, à travers ce retour à la nature, comme faire un focus sur l'individualisme, à travers du coup le genre de la peinture de paysage, qui, même si c'était un genre quand même assez mineur au 19e siècle, c'était vraiment la peinture de paysage, la peinture la moins noble, si on peut dire ça comme ça. En fait, il utilise le paysage pour créer une unité entre l'individualisme et l'universalisme, et donc aussi la part de divin. Et donc en fait, ce divin-là, on va le retrouver notamment dans la figuration du ciel. En fait, ici, quand on regarde les nuages, on peut voir que, allégoriquement, ils représentent comme une sorte de voûte céleste. Et donc ici, en fait, dans cette symbolique-là, on retrouve vraiment cette idée de divin à travers la nature. Et ça, c'est vraiment une symbolique qui va être très présente chez Friedrich. On le retrouve aussi donc dans l'abbaye, dans une forêt. Hein. On a ce ciel qui est quasi blanc, avec notamment cette lune qui est en fait une symbolique de la représentation du Christ dans la lumière, donc c'est-à-dire un peu chez Friedrich, qui est très inspiré par le protestantisme, cette lueur d'espoir à travers la mort. Et donc c'est pour ça qu'ici, par exemple, on a une représentation d'un cimetière, c'est-à-dire que en fait, à travers la mort, l'homme peut atteindre le divin et donc le salut. C'est vraiment ce qui est prôné chez Friedrich, il faut le savoir. Il tient le protestantisme en haut idéal qu'il veut ensuite retranscrire dans ses peintures. Et donc, en fait, on peut voir aussi que cette dimension mystique et religieuse du paysage, chez Friedrich, elle est vraiment présente dans la composition du tableau. Donc, en fait, la composition, c'est la manière dont est structuré son tableau. Quels éléments figurent dans ce tableau? Et ben, il suffit de regarder, en fait, de se laisser guider par la lumière et les couleurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc on a ce premier élément extrêmement lumineux avec cette voûte allégorique de nuages, cette voûte céleste qui représente le divin et qui donc en elle-même dans sa symbolique représente l'infini, et ça on va l'explorer juste après. On a un espace de transition lumineux et chromatique qui va vers un dégradé, donc du plus clair au plus sombre, et qui permet en fait de faire la transition entre l'espace céleste, donc divin, à l'espace terrestre. Donc en fait, cet espace de transition va permettre aussi de mettre en scène le moine dans son attitude contemplative pour introduire le monde terrestre qui lui est représenté par ce banc de sable d'un gris sale, morne, qui n'est absolument pas lumineux et qui finalement ici, comme on peut le voir au bord de la mer, hein, d'ailleurs le moine n'en est vraiment pas loin de cette mer déchaînée, il se confond dans sa couleur avec les vagues. C'est pour dire aussi que finalement dans cette mer, on a aussi toute une symbolique du néant inspiré dans le monde terrestre, donc c'est-à-dire dans ce néant abyssal représenté par la mer qui pourrait à tout moment en fait engloutir le moine qui en est très rapproché. Et donc on a toute cette symbolique extrêmement morne, extrêmement mélancolique
Et en fait, ces principes de contraire, donc ici on parle de néant alors que dans le ciel on aborde le concept de l'infini, c'est vraiment ce que Friedrich va développer dans son art, c'est-à-dire de concilier à travers ce paysage, donc à travers le genre de peinture de paysage, de concilier ces contraires, donc de concilier l'infini, donc le céleste, le divin, au néant avec le monde terrestre et des tons très sombres, très mornes, sans éclat en fait. Et donc c'est vraiment ça qui va porter en haut idéal. Et du coup après ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a finalement le premier espace, le deuxième espace, enfin le deuxième avec la mer et le troisième avec le banc de sable. Et donc ici on a en fait une tripartition, c'est-à-dire une division en 3 parties du tableau qui nous rappelle à la Trinité, au concept de Trinité. Donc encore une fois, on voit que Friedrich glisse à travers la peinture de paysage une conception métaphysique et religieuse du paysage. Et donc on peut aussi après aborder sa conception très tragique du paysage. Ici, les thèmes abordés notamment par cet espace de transition, donc avec la mer et puis la fin du ciel et donc le monde terrestre, on est vraiment dans l'abord du sujet de la mort. Pourquoi la mort ? Eh bien parce que comme Friedrich parle vraiment ici de religieux et de mystique, dans le protestantisme, on est vraiment dans cette idée que la mort va permettre à l'homme d'atteindre une forme d'espoir, de bonheur, mais que en attendant cela, il vit sa vie terrestre pendant laquelle en fait il peut atteindre le bonheur uniquement dans une attitude en fait de contemplation, de prière et d'essayer en fait de se fondre au divin tant bien que mal. Donc on n'est vraiment pas dans des théories super joyeuses, voilà, mais bon, c'est quand même intéressant à explorer parce que du coup ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il choisit finalement la peinture de paysage pour représenter toutes ces thématiques. Et donc en fait ce qui est très important chez Friedrich, c'est qu'il va représenter la nature comme la métaphore de l'insaisissable du divin, donc c'est-à-dire de représenter le divin à travers la nature. Et donc ça, on va vraiment le voir, par exemple, dans son tableau du voyageur face à la mer. On a cette brume avec ce mélange de nuages qui est en fait vraiment la métaphore du divin dans son apparition à travers la nature. Et c'est pour ça que les romantiques adorent la nature et vont privilégier notamment des paysages qu'ils connaissent, puisqu'ici il s'agit vraiment du paysage national allemand, notamment à Dresde, là où habitait Friedrich. En fait, ils vont vraiment être dans la contemplation de leur environnement, de leur nature. Ils ne vont pas non plus peindre sur le motif, mais ils vont quand même s'inspirer des paysages avec lesquels ils sont familiers pour ensuite y inclure dans une lumière diffuse, mystérieuse, mystique, la conception, le concept finalement du divin. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut remarquer chez Friedrich, mais aussi chez d'autres romantiques allemands. Et donc, on est vraiment ici à travers la lumière, mais aussi la couleur, dans cette conception des thématiques comme la mort, la vacuité et la finitude de l'homme. En effet, ce qui permet ici de lier l'individualisme à l'universalisme, donc l'universalisme ici est représenté à travers le divin, à travers la nature qui est universelle, c'est l'attitude de la contemplation. Ici, on peut vraiment voir que le personnage principal est dans cette attitude de contemplation avec sa main droite qui est apposée sur son menton comme dans une posture du penseur. Et donc ça va nous permettre en fait de découvrir comment il fait le lien entre individuel et universel. Et donc ici la mort est représentée à travers la nature dans ce qu'elle a de plus terrestre, puisque le divin lui sera représenté dans ce qu'il y a de céleste. Et donc finalement par les teintes et la lumière extrêmement sombre et qui nous appelle vraiment dans ces symboliques très abyssales, appelant
appelant au néant, à tout ce qui est sombre, on peut clairement y rattacher une symbolique romantique allemande que Friedrich va expérimenter, et notamment dans l'abbaye, dans une forêt avec ces teintes extrêmement sombres dès que l'on passe en fait dans le monde terrestre. Et là en fait l'élément de transition, car il y en a toujours un chez Friedrich, c'est cette architecture gothique qui va être aussi une grande inspiration pour les romantiques, qui permet en fait de représenter le divin, mais de transition entre l'homme et le ciel, donc le terrestre et le ciel, l'individuel et l'universel. Et donc par l'attitude de la prière et de la contemplation, symbolisée ici par l'architecture de l'église, il va pouvoir atteindre le ciel. C'est vraiment ça qui ressort chez Friedrich, c'est vraiment ces valeurs-là. Et donc finalement, ce qu'il promet et ce qu'il prône un peu en idéal, c'est que la contemplation peut amener un homme, même solitaire comme un moine, à un certain bonheur, ou du moins à une forme d'espoir de bonheur à travers la mort, et donc dans la promesse du salut, dans sa foi protestante. Donc finalement, ce qui est intéressant en termes de conclusion par rapport à Friedrich et à ce tableau-là en particulier, c'est de voir à quel point il était précurseur de ce style-là, et surtout de ce mouvement romantique, car c'est lui qui va bien l'inaugurer en Allemagne du Nord au début du 19e. Tous les critiques d'art, lorsqu'il va l'exposer à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin en 1810, vont vraiment être troublés, bouleversés par ce style, par cette esthétique qu'ils vont clairement rejeter, et qu'ils vont essayer même de relier aux œuvres néoclassiques, pour quand même pouvoir toujours prôner ce mouvement qui est quand même le mouvement majeur en Europe à l'époque. Donc c'est pour dire à quel point le néoclassicisme avait une importance fondamentale. Mais pourtant, un critique qui est Kleist, lui, va réussir à comprendre la démarche de l'artiste, mais pour lui c'est un peu différent, parce que en fait c'est un penseur qui lui est déjà en fait initié au romantisme, et qui donc a déjà finalement une ouverture sur toutes les valeurs prônées par le romantisme. Et du coup ensuite on va avoir vraiment toute une lignée d'artistes dans la postérité qui vont être inspirés par ce romantisme allemand. Je pense notamment au Cri de Munch, même si ici on va avoir une palette chromatique extrêmement différente, mais on est vraiment, comme ici chez Friedrich, entre abstraction et figuration, où le paysage tend à se déformer à l'arrière-plan, et finalement dans une représentation de l'individu qui cette fois-ci nous fait face, et donc dans la symbolique ici comme nous rappelle à nos propres angoisses, en nous rappelant, en nous regardant dans les yeux, en face à face, et donc prône ici encore par ce visage à la forme de squelette aux thématiques du romantisme allemand, avec la mort notamment. On va aussi avoir Kandinsky qui va s'inspirer du romantisme allemand, mais ici qui va le faire peut-être d'une manière plus optimiste, car lui, par la couleur en fait, est inspiré par le romantisme allemand, donc va être également entre figuration et abstraction, même s'il va vraiment tendre au fur et à mesure de sa carrière vers l'abstraction, vers une couleur qui est l'élément premier de structuration de la composition de ses œuvres. Et donc ça va vraiment être porteur de sens ensuite en termes de postérité dans cette abstraction qui naît de l'importance de la couleur comme un élément qui va vraiment structurer toute l'œuvre. Et du coup, pour finir un peu, pour ouvrir cette petite analyse, je parlerai du tableau de Rothko qui s'appelle Green Over Blue, qui date de 1968 et qui a été acquise par un particulier, donc il n'est pas visible dans un musée. En fait, cette œuvre-là, elle reprend clairement la palette chromatique du Moine face à la mer de Friedrich. Sauf que ici, en fait,
Rothko va vraiment persister dans l'abstraction naissante de Friedrich jusqu'à sa résolution finale, donc en fait jusqu'à une abstraction totale dans son œuvre. Eh bien, voilà pour ce podcast qui mêlait néoclassicisme, romantisme allemand avec notamment sa figure phare Friedrich et sa postérité, son héritage finalement. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager sur ce sujet qui me passionne au plus haut point. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. J'interagirai avec vous avec grand plaisir. Et bien écoutez, je vous dis à la prochaine.